Je vous propose qu'on commence du coup pour pas prendre trop de retard, étant donné qu'on est sur une sur un webinaire d'une demi-heure. Donc aujourd'hui, la thématique des midis du collectif est liée aux prérequis techniques liés au déploiement du DUI. Et quelques rappels donc en préambule, donc vos micros, on vous demande de les couper. Je crois que par défaut, là, j'ai vu qu'il y avait eu un petit bug, mais vous pouvez les réactiver comme vous voulez, mais on vous demande de les laisser fermés, en tout cas sur les temps sur les temps d'intervention. Et puis derrière, on les rouvrira pour le temps de questions-réponses. Et n'hésitez pas, du coup, sur ces temps-là, à lever la main pour pouvoir poser vos questions. Et on vous rappelle que la session donc est enregistrée et sera donc disponible, comme c'est le cas pour les anciens midis du collectif, sur le site de l'ARS, donc sur la page des midis du collectif. Et le replay vous sera également envoyé après la séance. Pour ce midi du collectif, je suis accompagnée de Sébastien, que je vais laisser se présenter, qui prendra la suite de la présentation de ce webinaire. Et donc, pour ceux qui ne m'auraient pas encore rencontrée, donc je suis Priscilla Holling, responsable de programme ESMS au GCS Sahara, donc qui est le grade de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous, moi c'est Sébastien Deldon, donc moi je suis directeur informatique depuis une vingtaine d'années dans le secteur médico-social. J'interviens actuellement en tant que directeur informatique partagé dans plusieurs organismes gestionnaires et notamment César Autisme Rhône-Alpes, et ma société suit actuellement plusieurs projets ESMS numériques à différentes phases, et l'objectif du jour c'est justement de vous faire un retour d'expérience pour vous sensibiliser un peu aux éléments techniques qui sont parfois oubliés dans ces projets, mais qui sont néanmoins essentiels. Il n'y a rien de plus frustrant pour un utilisateur et qui on change les habitudes que le dossier usager fonctionne mal. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Euh, donc, pour évoquer ces aspects techniques, on s'est concentré, on n'a pas voulu faire trop général, parce que l'idée c'est de se concentrer vraiment sur les prérequis techniques pour la mise en place de dossiers usagers informatisés, en sachant en préambule, selon le dossier usager que vous allez choisir et selon son type d'hébergement, on va avoir probablement des caractéristiques un peu différentes dans les besoins. Mais de manière générale, on sera bien sur ces quatre éléments qui vont être tout ce qui tourne autour de la connexion Internet, tout ce qui tourne autour du matériel et de la gestion de parc, tout ce qui tourne autour du Wi-Fi, des tablettes, et également un mot barbare qui s'appelle Azure Active Directory. On vous a mis la définition à la fin et je vous en parlerai un peu, mais qui est néanmoins intéressant, important à connaître. Donc, autour des connexions Internet, on a essayé de cibler un petit peu les enjeux. Donc, on va de plus en plus sur le marché vers une fin des hébergements locaux. Les applications, notamment les dossiers usagers, sont de moins en moins hébergés dans les établissements, et la tendance est assez lourde pour tous les logiciels. Alors, ceci s'explique parce que dans un établissement, on n'arrive jamais. On n'arrive jamais à avoir les mêmes, on va dire les mêmes sécurités qu'on peut avoir dans un data center, notamment en cas de coupure énergétique, en cas de coupure de connexion Internet. Il y a toujours des sécurités importantes dans les data centers qu'il est très difficile d'avoir en local. Il y a un élément important aussi qui est de plus en plus crucial dans le déploiement du DUI, ce sont les connexions et la qualité des connexions avec le déploiement de la fibre et la 5G. Là où auparavant on avait dans des établissements qui étaient un peu disséminés des grosses difficultés de connexion, on commence tout doucement à avoir des possibilités d'aller sur de la 4G, de la 5G ou de la fibre. Donc tout ça évolue en permanence, et là le conseil est vraiment de s'axer sur de la fibre ou de la 5G pour avoir des connexions performantes. Elles sont nécessaires maintenant dans le cadre du dossier usager. La cartographie des liens devient indispensable parce que ces liens de connexion de chacun de vos établissements à Internet, ils sont liés par des contrats qui évoluent avec des échéances différentes. Et comme je vous l'ai dit auparavant, c'est pas, c'est très certain que si vous ne les avez pas revisités depuis un an ou deux,
il y ait des nouvelles solutions qui existent et qui vous permettent de booster un petit peu vos liens. Et la cartographie de ces liens, elle est absolument essentielle en cas de crise cybersécurité ou en cas d'attaque, parce que c'est forcément par un des liens que l'attaque va venir. Euh, pour protéger ces liens, là, il y a une recommandation qui est très forte, hein, même si elle n'est pas forcément essentielle dans le cadre de la mise en œuvre du DUI, elle est très très fortement recommandée. C'est pour nous en 2023, un lien ne peut pas être exposé tel quel sur Internet, il faut qu'il ait une protection et cette protection, elle se fait au travers d'un matériel que vous connaissez certainement maintenant parce qu'on en parle beaucoup, un pare-feu ou un firewall. Donc ça, il faut absolument que sur chacun de vos liens, vous ayez maintenant ces protections-là. Et de plus en plus, il faut savoir aussi que même quand on est sur une fibre, on n'est pas à l'abri du coup de pelle ou de la coupure inopinée. Et quand on commence à distribuer des médicaments au travers de son dossier usager, une coupure, c'est toujours très embêtant. Donc là aussi, il y a des solutions de lien de secours qui deviennent de plus en plus obligatoires avec l'abandon progressif du papier. Donc voilà un petit peu sur ces connexions Internet. Euh, pour retenir et pour résumer, tenir à jour une liste précise des connexions, euh, réinterroger au moins une fois par an les fournisseurs pour des évolutions possibles. Le standard devient une connexion plutôt autour de 100 mégas avec un lien de secours automatique, hein, ce qu'on appelle un failover, c'est-à-dire que votre lien de secours prenne le relais si votre premier lien tombe et que chaque lien soit à minima sécurisé par un pare-feu. Voilà, donc ça, c'est vraiment les premiers prérequis autour de la connexion Internet. Et on peut dire que dans le cadre du déploiement du dossier usager, c'est vraiment le sujet le plus important et c'est pour ça qu'on l'a mis en numéro un. Et il faut savoir aussi que c'est probablement le plus long à régler parce qu'il y a certains endroits, pour tirer des connexions Internet, faut faire des travaux de génie civil, faut faire du câblage interne, donc ça peut être, voilà, certaines connexions peuvent prendre jusqu'à 6 mois, voire même un an avant d'être tirées. Donc c'est vraiment un élément sur lequel on vous demande de mettre le focus dès le démarrage de votre projet ESMS numérique. On peut peut-être Euh, faire un premier tour de questions avant de passer au deuxième thème. Qu'est-ce qu'il y aurait des questions sur ce qu'on vient d'aborder sur les connexions Internet? Oui, bonjour, monsieur Lornage de l'EHPAD du Pays de Belmont. Vous m'entendez? Oui, J'avais une question, moi, c'était par rapport à la cartographie des liens. Qu'est-ce que vous entendez par la cartographie des liens? C'est des accès VPN, c'est des IP fixes, c'est quoi? alors, c'est encore plus basique que ça, c'est que ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup d'associations ne tiennent pas à jour la liste de leurs liens, c'est-à-dire simplement avoir une liste à jour des liens qu'on peut avoir dans l'association avec quelques détails, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont exposés sur Internet, est-ce qu'ils ont une sortie locale, combien ils coûtent chaque mois, quand est-ce qu'ils vont être renouvelés, mais déjà avoir cette cartographie de tous les liens qui existent dans vos associations et qui permettent de dire par où rentrent les flux et par où sortent les flux, quoi. D'accord, ok, merci. Il y a d'autres questions? On va passer peut-être au deuxième sujet. Il y a un deuxième sujet qui est assez important aussi dans le cadre du déploiement de tout logiciel et encore plus du dossier usager informatisé, hein. Bon, il y a déjà un premier sujet qu'on n'a pas forcément noté, mais qui est de bien vérifier que le matériel soit en quantité, hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, nous, sur certains de nos dossiers, quand, par exemple, les éducateurs sont obligés de faire la queue devant un PC pour pouvoir voir les transmissions du jour. C'est quelque chose qui est un peu complexe, donc il faut essayer de dimensionner le nombre de PC au nombre de salariés quand même, et qu'on arrive à un taux de matériel qui est raisonnable, même si c'est toujours difficile d'investir. Nous, ce qu'on vous conseille vraiment, et c'est un conseil qu'on a pas mal travaillé avec le club des DSI, hein, c'est de privilégier du matériel de qualité.
Alors, je sais que les financeurs ne vous permettent pas toujours d'aller sur ce matériel de qualité, mais nous, on vous conseille vraiment d'essayer de leur vendre cette idée-là, parce que ce matériel de qualité, premièrement, il va être amorti plus longtemps. Donc, au final, le coût sera équivalent par rapport à du matériel un peu low cost qu'on finit par changer un peu comme quelque chose de jetable. Et ce matériel de qualité, surtout, ben, il va être un petit peu meilleur pour la planète et pour le confort des salariés et l'utilisation. Il faut savoir que c'est au niveau du matériel que les coûts écologiques sont le plus importants, la fabrication du matériel. Donc ça, c'est vraiment une recommandation forte en matière d'écologie et de confort des salariés sur l'utilisation du DUI. La maintenance du matériel aussi, ça c'est absolument indispensable. On a déjà vu, nous, cette année, un projet ESMS numérique qui est arrivé à sa livraison dans des établissements et oui, ni Windows ni les navigateurs n'étaient à jour. Et donc c'est vraiment quelque chose qui peut être un petit peu transparent. Ça, on a l'impression que la mise à jour est automatique sur Windows, est automatique sur les navigateurs. Oui, mais le jour où ça coince, on n'a aucune info que Windows et que le navigateur n'est pas à jour. Donc là aussi, il existe maintenant des solutions qui s'appellent des RMM. On vous mettra la définition plus tard, mais globalement, une solution RMM, ça permet de dire est-ce que tous mes PC du parc sont bien à jour? Et sinon, bah, en fait, il faut absolument me les mettre à jour. Donc ça vous permet de vous assurer que le matériel de votre parc et les navigateurs soient à jour. Un autre élément important aussi, et ça c'est un prérequis, c'est qu'un ordinateur en 2023 dans une association ou dans un établissement public ou une entreprise, il ne peut pas ne pas être relié à un réseau d'entreprise. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est Active Directory. On voit encore dans environ, on va dire 30% des établissements, les ordinateurs qui sont installés comme chez un particulier, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout intégrés au réseau, avec aucune sécurité du réseau. Parfois, ils sont quand même gérés par des spécialistes ou des infogéreurs, mais on ne leur a pas demandé de faire ça, ils ne le font pas. Et ça, c'est vraiment un prérequis important. Vous verrez pourquoi tout à l'heure dans la gestion de l'utilisateur et de son identité. Quand l'utilisateur n'est pas inscrit sur le réseau, ça veut dire pas tout simplement le jour où l'utilisateur part, on ne pense pas enlever son mot de passe et il conserve très souvent les accès au PC. Donc ça, c'est vraiment une faille de sécurité importante. C'est un élément sur lequel on insiste de plus en plus. Là aussi, comme on a un peu fait, comme on a un petit peu discuté sur la partie connexion Internet, il est très important d'avoir un inventaire de son parc informatique. Un inventaire, pourquoi? Bah, pour savoir bah, comment on le renouvelle chaque année et dans quelle proportion, mais également là, en cas de crise cyber ou d'attaque, parce que vous savez que dans le médico-social, on y est de plus en plus soumis. Bah, c'est grâce à cet inventaire et à savoir s'il est mis à jour ou pas qu'on va pouvoir bah, avoir plus d'informations sur l'attaque en question. Donc voilà un petit peu les recommandations fortes. Donc si on peut retenir quelque chose sur cette gestion du matériel, les points principaux bah, seraient de tenir une liste précise de votre matériel à jour, hein, un inventaire de votre parc, prendre des matériels plutôt de qualité et exiger une maintenance minimale de Windows et des navigateurs avec une intégration sur votre réseau pour éviter les attaques. Donc ça, il faut vraiment exiger ça de votre informaticien ou de votre infogéreur, votre prestataire informatique. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la partie matérielle. On en a une dans la conversation. Dans le sens d'une démarche RSE, conseillez-vous des PC reconditionnés? Euh, alors, c'est une bonne question, hein. C'est toujours bien de prendre des PC reconditionnés. Il faut juste réfléchir à comment on les prend et pour quelle utilisation. Il faut savoir aussi que bah, très prochainement, les entreprises vont être obligées d'intégrer une partie de reconditionné dans leur matériel. Donc oui, mon conseil qui est plutôt personnel pour le coup, c'est peut-être d'arriver à faire un bon mix entre du reconditionné avec un usage précis et du neuf qui va plutôt servir à des usages un peu spécifiques. Typiquement, voilà, un poste qui peut servir à simplement aller sur le DUI,
ça peut être du reconditionné parce qu'un navigateur Internet suffit la plupart du temps maintenant, alors que très clairement, un poste de comptabilité, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, parce qu'il va avoir besoin de ressources et de niveau de carte mère, de RAM, etc., qui seront beaucoup plus exigeants. Donc absolument, faut pas hésiter à les intégrer. Il y aurait d'autres questions sur cette partie? On peut aller sur un autre élément. Alors, la partie Wi-Fi tablette. Voilà, donc la première chose, on l'a mis en dernier, mais c'est la première chose, c'est y a-t-il besoin de mobilité? Parce que parfois on voit dans les établissements un besoin de Wi-Fi et tablette, et puis quand on creuse, en fait, on se rend compte que le besoin de mobilité n'est pas forcément avéré. Donc je pense qu'il y a vraiment une question à se poser par rapport à ça, c'est voilà, en effet, par rapport aux tablettes. Faut savoir que il faut d'abord vérifier aussi si le dossier usager est compatible avec les tablettes, quel type de tablette. Éventuellement aussi voir par rapport à ces tablettes où est-ce qu'on va s'en servir. La plupart du temps, les tablettes sont quand même plus fonctionnelles sur la partie distribution des médicaments, pour noter les soins qu'on a pu effectuer auprès du patient et un peu tous les gestes auprès des usagers. Et également, il peut y avoir un besoin d'une tablette en contexte de mobilité, donc pour les SABS par exemple. Et là, la question de tablette 4G se pose aussi pour pouvoir travailler complètement en mobilité. S'il n'y a pas besoin de mobilité dans l'établissement, il peut y avoir un besoin de Wi-Fi pour les salariés ou résidents. Dans ce cas-là, pour le Wi-Fi comme sur les tablettes, on vous donne le même conseil que pour le matériel. Privilégiez le matériel de qualité. Je sais que c'est toujours plus difficile à vendre auprès des financeurs, mais combien de fois on a vu ces dernières années des installations entières de Wi-Fi ou de tablettes être complètement jetées à la benne parce que en fait, elles n'étaient pas d'un niveau suffisant. On s'en aperçoit au bout de quelques mois et on doit les remplacer. Donc là aussi, maintenez votre matériel, c'est-à-dire que même conseil que pour les PC, la mise à jour des bornes Wi-Fi ou la mise à jour des tablettes, quand elles ne sont pas réalisées, c'est assez compliqué. Il faut penser tout de suite à une gestion centralisée aussi. Il faut savoir que la plupart du temps, vous n'allez pas mettre qu'une borne, vous allez en mettre 2, 3, 4, 5 et peut-être en plus sur plusieurs adresses. Donc si vous n'avez pas une solution pour les gérer de manière un peu centralisée, dès qu'on dépasse 4-5 matériels, ça devient compliqué d'avoir une configuration correcte sur tous les sites. On en aura toujours un qui sera mal configuré, donc pensez à ces gestions centralisées. Et enfin, le dernier conseil aussi pour ceux qui sont allés sur le dossier usager, séparer les connexions et le Wi-Fi résident du Wi-Fi, le Wi-Fi qui sert au dossier usager du Wi-Fi résident. Il y a une petite boulette dans le PowerPoint. Euh, le Wi-Fi invité, il consomme pas mal de bandes passantes parce que la plupart du temps, les invités ou les résidents, ils peuvent accéder à des vidéos et les vidéos sont assez fortement consommatrices de bandes passantes. Et en plus, il y a un aspect juridique fort, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez un accès à un invité, vous êtes considéré comme un fournisseur d'accès à Internet. Donc vous devez avoir des logs, vous devez avoir un système aussi de portail captif qui vous permet de justifier qui s'est connecté. Donc c'est un petit peu spécifique. Donc vous voyez que dans votre mise en place du Wi-Fi, il y a bien deux projets Wi-Fi. Un projet Wi-Fi pour le dossier usager, pour les professionnels, et un projet Wi-Fi pour les résidents et pour les invités. Donc voilà, dans les recommandations principales, on va retrouver ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire prenez de la qualité pour le matériel, des supports qui peuvent être tenus à jour via une console centralisée et posez-vous la question du besoin réel du Wi-Fi des tablettes. Et attention au Wi-Fi invité qui est très spécifique, aux résidents qui est très spécifique à mettre en œuvre. Voilà.
et qui ne fait pas vraiment partie d'ailleurs de ce projet ESMS numérique, hein, qui est un petit peu en dehors. C'est un projet autre, on va dire. Je sais pas si vous avez des questions là-dessus ou des remarques. Pas de questions particulières. On en arrive au sujet le plus technique. Alors, je m'excuse par avance hein, de vous parler un petit peu barbare, mais c'est un sujet que dont vous allez entendre parler de plus en plus. C'est-à-dire que dans votre organisation, chaque poste de travail et chaque utilisateur sont repérés dans une base de données qu'on appelle Active Directory. Et cette base de données Active Directory, en fait, c'est elle qui permet à votre réseau de fonctionner. C'est elle qui permet à vos utilisateurs de se connecter au matériel. Donc ça, cette base-là, elle est de plus en plus essentielle. Et dans le cadre de la mise en œuvre du dossier usager informatisé, ce qui vous est demandé par les éditeurs, ce qui vous est demandé par les instances aussi, c'est de ne plus utiliser de compte générique pour vous connecter au dossier usager informatisé. Mais le compte doit bien être nominatif. Quand on va aller donner un médicament à un résident, on va le donner en son nom, puisqu'on va signer une fiche de remise du médicament. Donc, on est bien sur des comptes nominatifs dans le dossier usager informatisé. La question se pose d'aller sur des comptes nominatifs pour accéder au réseau aussi. Voilà, donc de plus en plus, c'est une vraie question. Il faut vraiment penser aussi à une politique de création des nouveaux utilisateurs. Comment est-ce que je fais le process d'arrivée d'un nouvel utilisateur, mais aussi comment je fais pour un utilisateur qui part. Parce que vous savez que dans notre secteur, il y a quand même un petit peu parfois de rotation de personnel. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose d'important parce que si vous ne mettez pas vos PC sur Active Directory, que vous ne gérez pas vos utilisateurs avec des entrées et sorties, ça veut probablement dire que l'utilisateur qui part, il conserve toujours l'accès à ce PC-là. Et du coup, potentiellement, il conserve aussi l'accès au dossier usager si on n'a pas une politique de suppression. Donc pour nous, cette gestion des comptes utilisateurs, elle est hyper importante. En plus, à mettre en lien avec le RPPS, puisque vous le savez, quand les fonctionnalités de messagerie santé, quand les fonctionnalités de lecture sur le DNP vont arriver dans le projet ESMS numérique, dans les dossiers usagers, de manière globale, avant 2026, tout le monde devra être identifié sur le répertoire des professionnels de santé, le RPPS. Et donc, il y aura de plus en plus la tendance, c'est d'aller vers un compte nominatif sur l'Active Directory, une déclaration sur le RPPS et un compte nominatif dans le dossier usager. Donc voilà, il faut aussi se mettre sur cette route-là parce que c'est pas un sujet qu'on peut traiter très très rapidement. Donc dans les conseils qu'on peut avoir sur ce sujet-là, c'est vraiment que tous les utilisateurs soient repérés dans Active Directory de manière la plus nominative possible. Je sais que parfois c'est un peu compliqué et que vous puissiez définir une politique de création et de suppression de comptes. Voilà. S'il y a des questions ou des remarques là-dessus. Pas de questions particulières. Voilà, donc simplement ce qu'on a voulu dire, c'est qu'on parle parfois de sujets qui sont un peu techniques. Voilà, on peut pas forcément s'improviser pour faire, pour travailler sur ces sujets-là. Donc, le conseil, c'est n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes ou à des professionnels pour avancer sur ces sujets. Et le deuxième conseil, c'est d'anticiper aussi parce que ce type de sujet-là, pour moi, dans un projet SMS numérique, c'est dans les 3 à 6 premiers mois du lancement du projet que ça commence à se régler à 80%. Sinon, après, on risque d'avoir des retards importants par rapport à la technique. Donc, anticipez au maximum et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent après ce midi du collectif, à nous contacter.
En complément, on vous a mis en synthèse la liste de tous les prérequis qui étaient relatifs à chacun des sujets qu'on vient d'aborder pour que vous ayez la checklist globale de ce qui est à retenir et à vérifier. Et une page glossaire où vous allez retrouver les 3 termes qui étaient un peu plus justement techniques qui ont été abordés sur cette présentation. Est-ce que vous auriez des questions qui vous seraient venues au cours de cette présentation que vous n'auriez pas encore pu poser? Ou est-ce que vous avez un retour d'expérience là-dessus aussi à nous faire part? Alors, on a eu une question, peut-on acheter n'importe quel type de lecteur de cartes CPS ou faut-il faire attention à ce que nous achetons? C'est une bonne question. On avait hésité à l'aborder avec Priscilla. C'est vrai que pour pouvoir, toujours sur le dernier thème du RPPS, le registre des professionnels de santé dont je vous parlais, à minima, pour pouvoir être gestionnaire et déclarer les personnes sur le RPPS, il faut absolument avoir un lecteur de cartes. Donc il y a une petite installation à faire sur le poste. En effet, il y a beaucoup de lecteurs de cartes compatibles. Moi, le petit conseil que je vous donne quand même, c'est de prendre un lecteur plug and play. Pourquoi? Parce que il y a des lecteurs qui nécessitent une installation de la part de votre technicien pour pouvoir fonctionner, alors qu'il y en a qui marchent directement puisqu'ils utilisent directement les drivers de Windows. Donc voilà, si moi je vous conseille de partir sur des modèles plug and play et si vous avez envie qu'on vous en donne quelques-uns, n'hésitez pas à nous demander, on pourra vous donner un ou deux modèles qui fonctionnent. Madame Garelli? Monsieur Garelli, pardon. Bonjour, vous avez parlé de MDM et RMM. Est-ce que vous pouvez un peu donner la différence entre les deux? Oui, alors, la différence est de plus en plus ténue. Auparavant, le RMM servait plutôt à manager les postes de travail, c'est-à-dire à mettre à jour Windows, à mettre en place des configurations spécifiques, à mettre à jour tous les logiciels installés dessus. Et le MDM, comme son nom l'indique, c'est Mobile Device Management. Donc, auparavant, il servait plutôt à gérer tout ce qui était tablette, appareil mobile et smartphone. Et donc, pour faire la même chose, pour les mettre à jour, pour mettre en place de la sécurité, pour faire des installations dessus. Alors, progressivement, il y a des logiciels maintenant qui font les deux, qui sont RMM et MDM. Mais avec ce logiciel-là, vous vous assurez vraiment d'un bon niveau de sécurité sur vos postes. Voilà. Et par rapport à ces logiciels, si on prend Microsoft Endpoint Manager, est-ce que c'est une solution que vous conseilleriez ou vous iriez vers d'autres plateformes? Ça fait partie des solutions du marché, en effet. Ça fait partie des solutions du marché. Après, il faut toujours analyser le contexte, ce que vous utilisez, quel type de licence vous avez, mais en effet, c'est des solutions de ce type-là. Voilà. Dans les solutions possibles, en dehors de Endpoint, qu'est-ce que vous conseilleriez? Il y en a pas mal d'autres, hein. Voilà, il y en a pas mal d'autres. Il y a Datto, voilà, il y a beaucoup de solutions de RMM et de MDM. Moi, principalement, les deux que j'utilise, c'est en effet Intune et puis Datto, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui fonctionnent bien également. Ok, merci. On a eu une autre question dans le chat. Un PRA avec une gestion de réplication est-il obligatoire? Euh, une gestion des réplications dans le cadre de la mise en place du dossier usager. Alors, obligatoire, je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire légalement. Par contre, c'est toujours bien d'avoir une réplication. Enfin, c'est plus qu'une bonne pratique. Là, pour le coup, si vous avez un dossier usager informatisé, que vous avez une sauvegarde sur le serveur sur lequel il est hébergé, que vous n'avez aucune sauvegarde répliquée ailleurs, en effet, pour le coup, c'est une grosse faille de sécurité parce que le jour où vous perdez le serveur, vous perdez tout. Donc, en effet, je pense, Monsieur Rosier, que c'est un indispensable d'avoir une réplication à minima
de toutes les données ou de votre machine virtuelle, de votre dossier usager. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'était juste une question parce que nous, on a quitté les réplications pour passer sur du backup. Mais comme on n'héberge pas le D8, est-ce que la mise en place de réplication est de nouveau obligatoire ou pas? Mais si on n'héberge pas sur nos serveurs en interne, il n'y a pas de problème. Alors, c'est une très bonne question. Peut-être qu'on n'avait pas abordé dans ce PowerPoint. Si vous n'hébergez pas vous-même vos serveurs en interne et que vous ne souhaitez pas le faire héberger par l'éditeur, il faut savoir que vous avez par contre une obligation de l'héberger sur un serveur qui est sur un data center ou chez un hébergeur qui est agréé hébergement de données santé. Donc ça, c'est une obligation. Et s'il a l'agrément hébergement de données de santé, il y a forcément une réplication qui est obligatoire. Donc, tous les data centers qui sont agréés hébergement de données de santé sont agréés, donc ont une réplication obligatoire. Mais il faut savoir que non seulement l'hébergement doit être agréé de données de santé, mais que la personne, le prestataire informatique qui maintient ce serveur doit lui aussi être agréé de données de santé, hébergement de données de santé. Donc là, si vous ne l'hébergez pas vous-même, ben, vous êtes obligé de passer sur une solution hébergement de données de santé. Ça c'est un impératif et on voit encore beaucoup, en effet, de structures qui ne sont pas passées dessus. Et ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience. Je ne sais pas si, pour le coup, ça répond. Oui, moi, j'avais presque pas de doute, mais comme on n'hébergera pas au niveau de la grappe et nous, au niveau de notre OG, le D8, la question est moins urgente, en tout cas. Voilà. OK. Et c'est effectivement très compliqué d'héberger un D8 en interne. Voilà. C'est pas simple. Il faut un vrai support et une vraie organisation. C'est cela. Je vous ai mis aussi un modèle par exemple, un modèle de lecteur de cartes. Il y en a plein d'autres, hein. Moi, c'est celui que j'ai retenu après quelques tests, mais il y en a d'autres, hein. Mais un des modèles de cartes qui fonctionne en plug and play et qui est compatible avec carte CPS et qui, voilà, un lecteur de cartes comme ça, c'est aux alentours de 25-30 euros, grosso modo hors taxe. Monsieur Garelli? Tout à l'heure, vous parliez d'acheter du matériel de qualité. Comment vous qualifiez la qualité sur l'informatique? Sur quels critères? Et est-ce qu'éventuellement, enfin, vous vous basez sur des notations extérieures? Alors non, je ne me base pas sur des notations extérieures. Je me base pour le coup plutôt sur mon expérience, c'est-à-dire que de manière générale, si je peux vous faire un retour, quand on n'est pas sur des grandes marques, quand on est sur des marques un petit peu annexes, hein, voilà, les grandes marques de PC ou de tablettes sont connues. Quand on n'est pas sur les 3-4 plus grosses marques, on a souvent quand même des petits défauts de qualité. Donc ça, c'est la première chose. Il y a des indices maintenant qui existent qui permettent aussi de voir l'indice écologique des marques. C'est toujours bon indicateur aussi pour réaliser ses achats. Et le dernier indice, c'est que moi, je vous conseille vraiment d'aller en termes de caractéristiques, d'aller chercher un petit peu haut. C'est-à-dire que si dès maintenant, vous allez chercher les 16 Go de RAM sur un PC avec du Core i5, c'est un peu technique, mais ça veut dire que le PC, dans 7 ans, vous l'aurez toujours. Voilà. De manière globale, c'est un PC que vous allez pouvoir prolonger beaucoup plus longtemps avec un vrai confort d'utilisation de l'utilisateur. Ok, merci. Il y aurait une dernière question avant qu'on vous laisse aller déjeuner. Non? Eh bien, on vous a remis comme à la fin de chaque webinaire l'adresse de contact du coup pour contacter l'équipe SMS numérique et le collectif SI, donc qui est l'adresse sms.numérique@santé-ara.fr.
ainsi que les liens dont vous avez peut-être l'habitude, mais qui vous renvoient vers justement la page des midis du collectif et les différentes pages sur le site du GCS et de l'ARS relatifs à la cybersécurité et au programme SMS numérique. Merci à tous pour votre participation et donc n'hésitez pas si vous avez des questions et on vous envoie très rapidement le replay et le support, en sachant que la prochaine session des midis du collectif sera relative à un question-réponse comme ça avait été le cas sur la dernière session. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez déjà le lien d'inscription sur l'ARS, on vous le remettra dans l'envoi du support et du replay. N'hésitez pas surtout à nous envoyer vos questions au préalable pour qu'on ait le temps justement de travailler avec les personnes un peu plus spécialisées en fonction des thématiques pour vous apporter les bonnes réponses. Donc voilà, on compte sur vous et on vous dit donc à très vite. Très bonne journée à Bon vous. appétit à tous.